RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier. Bien sûr, ce n'est pas le printemps, mais l'automne. Je suis complètement perdu. Bonjour à tous. C'est un projet de loi qui suscite beaucoup de débats depuis de longs mois et qui va continuer à cristalliser pas mal d'oppositions dans les jours et semaines à venir. Le projet de loi de bioéthique qui arrive demain en discussion en séance à l'Assemblée nationale. Après l'avoir été en commission, 32 articles composent ce texte avec une mesure phare qui concentre autant les critiques que les attentes, l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Derrière cette mesure se posent d'innombrables questions sur l'évolution du statut de la filiation, mais aussi sur l'encadrement du diagnostic préimplantatoire ou le risque de marchandisation du don de gamètes. On peut s'interroger aussi sur une mesure qui serait une porte ouverte vers la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Ce sont les craintes que nourrissent notamment les opposants à ce texte de loi qui appelle à une grande manifestation le 6 octobre. Pour eux, une ligne blanche est en train d'être franchie et elle peut se résumer ainsi: la toute-puissance du désir, en l'occurrence du désir d'enfant, aussi respectable soit-il, doit-il prendre le pas sur la demande médicale? En d'autres termes, la médecine peut-elle être au-delà de la pathologie au service d'un désir d'enfant? C'est la question parmi d'autres que nous allons nous poser ce matin dans le temps de le dire sur RCF. Soyez les bienvenus en ce premier jour de l'automne. Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Je ne sais pas pourquoi je dis que c'était le printemps, Lou Bémond de Senneville. Bonjour Antoine, sans doute parce que vous avez un peu envie de printemps. Bonjour à vous Lou, vous êtes journaliste au quotidien La Croix, chef de la rubrique bioéthique. Vous signez un essai aux éditions Bayard avec le philosophe Martin Stephens à paraître début octobre. Et si c'était la fin d'un monde? Blanche Trèbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, directrice de la formation et de la recherche d'Alliance Vita, auteur du livre Bébé sur mesure publié aux éditions Artege. Et je signale aussi que vous sortez fin octobre aux éditions de l'Emmanuel un témoignage. On n'en dit pas plus pour l'instant. Je précise également que vous êtes l'une des porte-paroles du collectif Marchons Enfants qui appelle à manifester donc le 6 octobre. Christian Flavigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, membre du groupe de travail famille de l'Institut Thomas More. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur l'identité sexuelle ou la famille. Votre dernier livre a été publié aux éditions Salvator, Le débat confisqué, PMA, GPA, bioéthique, genre, #MeToo. Les sujets sociétaux fondamentaux qui sont au cœur de ce projet de loi suscitent, j'imagine, vos questions, réactions et analyses. Alors, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant à l'adresse mail de l'émission, le temps de le dire @rcf.fr ou en appelant le standard. Catherine, comme chaque matin, accueille vos appels. Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23. Alors Christian Flavigny, je reprends le titre de votre livre, Le débat confisqué. Alors est-il vraiment confisqué ce débat, sachant qu'il y a eu les états généraux de la bioéthique qui ont duré plusieurs semaines? Mais bien sûr qu'il est confisqué parce que les conclusions sont écrites d'avance. Bon, les conclusions, c'est que on peut entendre tous les arguments, mais il ne faut pas discriminer. Donc à ce moment-là, tous les arguments sont balayés. Et tous les arguments, c'est-à-dire le point de vue de l'enfant, le point de vue qui considère qui est le besoin fondamental de l'enfant, cela est complètement occulté. Donc ceci est un vrai problème. Ce sont les desiderata des adultes qui sont pris en considération, les réclamations. On peut entendre qu'il y ait des problèmes des adultes, mais le fait d'occulter complètement le besoin fondamental, parce que c'est l'enfant qui est concerné par tout ce qui va se passer, tout cela est effectivement occulté. Donc effectivement, le débat est confisqué parce que cette dimension-là, on le voit d'ailleurs très bien dans toute la façon dont s'expriment, je dirais, les politiques. Les personnes qui plaident le projet de loi actuel, ce sont des personnes qui, je dirais, d'une part prennent des arguments de court terme, prennent des arguments parfaitement superficiels. Tout le monde est d'accord qu'une femme seule peut très bien emmener son enfant à l'école et le nourrir convenablement. Ce n'est pas la question. La question, c'est que l'enfant a fondamentalement besoin, je dirais, d'être le fruit de la rencontre d'un homme et d'une femme. Pourquoi? Parce que cette rencontre d'un homme et d'une femme, c'est la rencontre de l'incomplétude. C'est-à-dire ce qui fait notre humanité. Ça, vous revenez beaucoup là-dessus dans votre essai. C'est fondamental. C'est fondamental, d'autant que cette rencontre de l'incomplétude, c'est aussi, je dirais, l'enfant vient aussi au point, je dirais, qui touche en chaque être humain la confrontation à la finitude. L'enfant va venir comme successeur, je dirais, des parents qui l'ont conçu et va porter, je dirais, cette histoire de la famille à la génération suivante. Donc c'est ce point-là qui est complètement balayé, je dirais. Or, c'est le point, alors on peut dire anthropologique, c'est un peu un grand mot, mais c'est le point fondamental, c'est le point, je dirais, de l'humain à ce moment-là. Donc c'est le point de la transmission de l'humain. Cette dimension est complètement occultée. On fait de ce débat un débat de société. À ce moment-là, effectivement, il ne faudrait pas discriminer les hommes.
bien sûr qu'il y a une validité au fait de ne pas discriminer, mais pas sur un sujet, dès lors que l'on occulte, je dirais, l'enjeu principal, qui est le besoin fondamental de l'enfant. Alors, Blanche Trèbe, j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que vous pensez, comme Christian Flavigny, qu'on a occulté, j'allais dire, l'enfant dans les débats, notamment au cours des États généraux de la bioéthique ? Oui, je pense qu'on a vraiment occulté les besoins fondamentaux de l'enfant et un certain nombre d'autres enjeux extrêmement importants dans ce projet de loi. Je crois effectivement que ce paravent du débat apaisé, qu'on a beaucoup mis en avant finalement, fait qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup auditionné, mais on a peu entendu. On a peu entendu les alertes des pédopsychiatres, les alertes des scientifiques sur un certain nombre de sujets. Mais malgré tout, en observant ce qui s'est passé en commission, on voit qu'il y a quand même eu du débat, grâce notamment à beaucoup d'amendements qui ont pu être déposés, qui ont permis de parler des sujets. Mais on regrette que ces amendements soient majoritairement rejetés finalement. À Alliance Vita, vous avez été auditionné Nous, par nous la avons commission été spéciale. par la commission spéciale, par aussi la mission d'information, par le comité d'éthique, le Conseil d'État, l'Académie de médecine. On a été beaucoup auditionnés et je crois que malgré tout, on a planté des choses. On voit que notre travail de longue date sur toutes ces questions bioéthiques porte un certain nombre de fruits sur certains sujets. Je pense notamment à celui de l'infertilité et à celui de l'eugénisme. On en reparlera peut-être. Donc je crois qu'il est vraiment important de continuer en fait à alerter les consciences parce que même s'il y a on peut dire une tactique politicienne ou une certaine fermeture à écouter les enjeux, il y a aussi des députés qui écoutent et je crois que c'est important de continuer à leur parler. Alors j'aimerais revenir avec vous sur cette expression Loubet Monsenneville de débat apaisé, formulée notamment par l'exécutif, le chef de l'État Emmanuel Macron. Vous avez le sentiment que cette expression, c'est pour mieux faire passer notamment cette mesure phare, cette extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. C'est un paravent, ce débat apaisé ? On peut le lire de deux manières, c'est-à-dire qu'il faut repartir un peu en arrière pour comprendre cette expression de débat apaisé, ce leitmotiv qui vient en fait depuis la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, donc quand même qui remonte assez loin. Il faut remonter à 2012-2013. À ce moment-là, Emmanuel Macron est le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il travaille avec François Hollande et il voit émerger une opposition qu'il n'avait absolument pas vu venir contre le mariage pour tous. Voilà, François Hollande ne l'avait pas anticipé, il pensait que cette mesure allait passer en quelques semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat, et il se retrouve avec des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et donc Emmanuel Macron prend à ce moment-là conscience de la nécessité de ce qu'il a appelé plus tard de ne pas brusquer les consciences, de ne pas mépriser une certaine France. C'est ce qu'il dit pendant la campagne présidentielle et à ses équipes et à certains confrères de médias. Donc voilà, je pense que d'une part, voilà, il y a cette idée qu'il faut entendre tout le monde, discuter avec tout le monde. Et d'ailleurs, pendant la préparation du projet de loi, il organise des dîners, il y a Tugdual d'Herville. Oui, mais si c'est pour rien modifier, ça sert à quoi ? Ça, c'est la deuxième question. C'est, une fois qu'on a entendu tout le monde, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là où je peux rejoindre Christian Flavigny et Blanche Trèbe, au sens où ce que nous avons aujourd'hui est ce qui avait été annoncé il y a 2 ans et demi. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est à quoi ont servi les États généraux de la bioéthique, qui ont eu lieu entre janvier et avril ? En fait, il y a une énorme maldonne sur ces États généraux de la bioéthique. Soit on dit que les États généraux de la bioéthique, c'était fait pour faire une sorte de sondage parmi les Français pour savoir ce que pensaient les uns et les autres. Soit on dit que c'était fait pour déterminer une majorité et une minorité, et donc d'essayer de construire le projet de loi en fonction d'une opinion. Soit on dit que c'était une sorte finalement d'exercice de pédagogie pour convaincre les masses de la bonne pensée des sachants. Voilà. Et je pense que l'objectif des États généraux de la bioéthique n'a jamais été clairement défini, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a maldonne, et certains disent, évidemment le débat a eu lieu, ça fait des mois et des mois qu'on en discute, et d'autres, comme certains sur ce plateau, disent, eh bien non, le débat n'a pas eu lieu, car les conclusions sont exactement les mêmes que les prémices. Et l'idée derrière, j'aimerais revenir là-dessus, sur cette idée, cette idéologie, diront certains. En gros, ce qui est techniquement souhaitable, ce qui est techniquement possible et éthiquement souhaitable, j'aimerais vous entendre là-dessus, Christian Flavigny, parce que on assiste là à une vraie inflexion, une vraie rupture. Mais on assiste à une rupture parce qu'on ne tient, je dirais,
on ne revient pas à ce qui fait l'humain et à l'incidence de la technique sur l'humain. Que la bioéthique, en effet, c'est le fait de mettre la technique à la disposition de l'humain. Or là, on se sert de la technique pour, je dirais, priver l'enfant de ce qui fait la transmission de l'humain. Alors qu'est-ce qui fait la transmission de l'humain? C'est cette relation, je dirais, qui fait ce que j'appelle la relation d'enfantement. C'est ce qui est le socle fondateur de la vie psychique de l'enfant. Or cela, on le met de côté dans le débat. On dit effectivement que l'on peut faire, on peut faire venir un enfant et que cet enfant sera choyé, mais je n'en doute pas. Seulement, on le prive de la logique de sa venue au monde, c'est-à-dire qu'on le prive de sa raison d'être. Mais ça, c'était déjà le cas avec la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles, non? Mais pas du tout, parce que là justement, on s'assurait du fait qu'il y avait une relation d'enfantement crédible pour l'enfant, et qu'à ce moment-là, et d'ailleurs on l'évaluait, il y avait des entretiens préliminaires pour l'évaluer, et à ce moment-là, certes, effectivement, je dirais cet enfantement n'avait pas été concrétisé par l'union sexuelle du couple, mais elle était crédible. Et donc l'enfant pouvait s'y arrimer à ce moment-là. C'était la relation psychologique du couple qui portait l'enfantement. Et à ce moment-là, l'enfant pouvait, je dirais, d'une façon crédible, se garantir d'être l'enfant de ce couple. Et c'est absolument fondamental parce que c'est cela qui fait l'équilibre d'une vie de famille. C'est cela qui établit les fondamentaux d'une vie de famille, qui sont ce qu'on appelle les interdits familiaux. Et à ce moment-là, il faut en effet qu'il y ait quelque chose qui régule la famille. Et ça, c'est le point fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que la filiation soit crédible pour l'enfant pour qu'il puisse lui-même s'y arrimer. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'on énonce des principes juridiques qui ne permettront pas, qui ne sont pas crédibles pour l'enfant, donc qui ne lui permettent pas lui-même de s'arrimer à sa filiation. Alors, les mots ont leur importance. On pourrait peut-être dire, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, Blanche Trèbe, que le terme procréation médicalement assistée, c'est un peu un abus de langage. Procréation, il faudrait peut-être dire, je ne sais pas, fécondation médicalement assistée peut-être. En tout cas, c'est le médicalement qui devient le mauvais mot dans la phrase, puisque en tout cas pour les couples de femmes ou les femmes seules, ce n'est pas un acte médical, ce n'est pas un soin, ça ne soigne rien en fait. On utilise la technique pour contourner finalement. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'expression infertilité sociale qu'on emploie parfois? Oui, non, effectivement, je ne pense qu'il n'y a d'infertilité que médicale, que pathologique en quelque sorte. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, effectivement, sur cette question-là, c'est que je trouve qu'il faut parler, au fond, des enjeux de la procréation artificielle de manière vraiment beaucoup plus globale. Et ce qui m'inquiète dans cette manière dont sont traités aujourd'hui ce projet de loi, c'est que, eh bien, on ne réfléchit pas à toutes les conséquences. Il y a des enjeux graves dans le projet de loi aujourd'hui, mais il y a des enjeux qui sont en germe et qui adviendront. Ce seront des conséquences pratiquement logiques. Et sur cette question de la procréation artificielle, on ouvre, par exemple, aussi à la recherche sur les gamètes artificiels. On ouvre aussi à la recherche sur l'intervention sur l'embryon humain à différents niveaux. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est un emballement complet de la technique, un emballement aussi de l'appel d'offres, du marché, pour aller toujours plus loin en manipulant la vie en fait à son commencement. Alors il y a une auditrice qui patiente, j'aimerais quand même que vous ajoutiez un complément là-dessus, Lou Beaumont-Senneville, notamment sur ce qu'on appelle, il me semble, le diagnostic préimplantatoire tel que j'en ai parlé en introduction. Ça va être renforcé? Alors pas nécessairement. Ce qui peut être élargi, en tout cas la proposition du projet de loi, c'est plutôt d'élargir le diagnostic prénatal, c'est-à-dire les tests, l'éventail des tests qui est fait pendant la grossesse, donc lorsque la femme est enceinte. En revanche, effectivement, s'il n'y a rien dans le projet de loi sur le diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire la capacité, l'autorisation qui est donnée aux professionnels de la reproduction de chercher des anomalies sur des embryons qu'on va implanter, donc dans un processus de fécondation in vitro et de PMA, ça va revenir parce qu'il y a un certain nombre de députés qui, on l'a vu en commission, souhaitent élargir les tests qui sont pratiqués sur l'embryon pour le diagnostic préimplantatoire et en particulier à la trisomie 21. D'accord, on y reviendra, mais j'aimerais accueillir tout de suite Geneviève de Charbonnières-les-Bains. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Voilà. Écoutez, je pars de là, toute théorie, tout même contexte d'ordre religieux ou théologique. Je voulais très rapidement confier mon témoignage. Je suis, je crois, la représentation absolument parfaite de l'enfant sans père, de la fille sans père. J'ai 71 ans et je me suis battue, mais vraiment toute ma vie, pour trouver du masculin. Vraiment, je ressens dans chacune des cellules
de ma personne, de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, de mon âme, de le manque, la béance qu'a laissé en moi, le vide qu'a laissé en moi l'absence de père, de référence masculine, un manque de guidance, j'ai toujours, encore aujourd'hui, j'ai dans certaines situations, face à certaines personnes, j'ai toujours la sensation profonde et intime de marcher dans la nuit, dans le brouillard, de tâtonner, de manquer de discernement. Je crois mais j'ai la conviction intime et profonde que chaque enfant a un besoin, mais vital, d'avoir un père et une mère. Quand je dis père, je parle du vrai père. Je ne parle pas d'un père violent, violeur, enfin incestueux, etc. Ou même, je ne parle pas d'un père qui serait complètement absent au niveau de sa famille. Je parle vraiment du vrai père, celui qui est ferme et tendre tout à la fois, enfin le vrai père vraiment présent. Voilà. Pour Merci. moi, c'est la question ne se discute même pas. Quand on l'a expérimenté comme moi je l'ai expérimenté et que je l'expérimente encore aujourd'hui malgré des années d'analyse, de travail sur moi, etc. La question pour moi ne se pose pas. Il faut penser d'abord et avant tout à l'enfant qui est dont le cerveau est en construction. Alors, voilà. merci beaucoup pour ce témoignage, Geneviève. Cette absence de père qu'entraînerait ce projet de loi, nous allons y revenir en détail juste après cette pause. Et puis pendant ce temps-là, bien sûr, n'hésitez pas, comme Geneviève, à nous appeler au standard ou également à nous écrire, le temps de le dire, @rcf.fr. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. 'Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. 'Cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I Love You 3000, c'était Stéphanie Poétry sur RCF. Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF. Et focus ce matin dans le temps de le dire sur quelques-unes des mesures du projet de loi de bioéthique qui entre en examen en séance à l'Assemblée nationale à partir de demain. Nous en parlons avec Blanche Streb d'Alliance Vita, auteur de Bébé sur mesure chez Artege, Christian Flavini, pédopsychiatre qui publie Le débat confisqué chez Salvatore, et Lou Bémond de Senneville, journaliste à la Croix, spécialiste des questions de bioéthique. J'aimerais revenir sur le témoignage que nous avons entendu, celui de Geneviève avant la pause. Blanche Streb, est-ce qu'avec ce projet de loi, on s'achemine vers une société sans père ? Déjà, je voudrais dire que ce témoignage est extrêmement touchant. Hein. Personne ne peut dénier une souffrance aussi bien exprimée, vécue d'ailleurs par de nombreuses personnes, y compris même aussi par ceux qui aujourd'hui demandent la levée de l'anonymat du don de gamètes. Ça témoigne au-delà du besoin du père aussi de connaître ses origines, hein, savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est vraiment un besoin essentiel. Alors, une société sans père, je ne sais pas, parce qu'il y aura quand même toujours des pères, des couples qui feront des enfants. Voilà. Mais par contre, c'est le signal qui est envoyé
le signal qui nous dit un père est accessoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment profondément grave, parce que cette case qui est laissée vide, ce sera un grand vide en fait. Et c'est effectivement cet effacement du besoin de repères dans la construction d'un enfant. Un père, c'est plus que des données médicales et c'est plus qu'une identité qu'on aura à l'âge de 18 ans. C'est extrêmement important pour la construction des garçons et des filles que de pouvoir être entouré, aimé, choyé et s'identifier aussi bien à son père qu'à sa mère, qui apporte des choses, je crois, extrêmement différentes pour un enfant. Donc pas forcément une société sans père, mais un père marginalisé, Christian Flavini? Oui, le témoignage de Geneviève montre qu'il y a une blessure au fait de ne pas avoir son père. Bon, mais il faut aller au-delà. Le problème, c'est que la loi qui viendrait, je dirais, décider de la possibilité de priver un enfant d'avoir son père va bien au-delà. C'est-à-dire qu'elle crée un brouillage psychologique pour l'enfant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dit à l'enfant que il n'a pas son père, mais que finalement, on trouve ça banal. Il y a rien à en dire. Donc à ce moment-là, je dirais, non seulement il y a cette blessure, mais il n'y a plus la possibilité de tenter de la surmonter. Et alors, il y a des arguments qui sont donnés par ceux qui prônent le projet de loi actuel pour soi-disant pallier cette absence décidée d'un père. Il y a deux arguments. D'abord, l'argument qui est qu'il y aurait de toute façon dans les familles des compagnons, des personnes masculines, et qu'à ce moment-là, l'enfant pourrait bien savoir ce que c'est que le masculin. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas seulement le masculin qui est en question, c'est le paternel. Le paternel, c'est quelque chose, je dirais, qui a fait partie de l'enfant, qui a participé à l'enfantement dans la rencontre avec le maternel. Donc c'est le rôle symbolique du père. C'est le rôle symbolique du père. Voilà. Et alors, ce rôle symbolique n'est pas du tout compensé par la connaissance d'un géniteur. Ce n'est pas, en effet, d'ailleurs, Geneviève l'a bien dit. Effectivement, il faut un principe régulateur pour que le paternel puisse s'exercer dans de bonnes conditions. Et ce principe régulateur, c'est la filiation cohérente, de façon à ce que le père puisse s'identifier à son fils, ou à sa fille d'une manière un peu différente, mais de façon à ce que ce principe régulateur de la filiation je dirais, organise bien la vie de la famille. Mais le géniteur, je dirais, qui est un apport biologique, ne compense pas la carence symbolique du père. En effet, la paternité, c'est un repère symbolique essentiel, je dirais essentiel dans la rencontre avec le maternel, exercé de façon variable par chacun des hommes qui deviennent des pères, mais le fondement pour l'enfant, c'est la rencontre du principe maternel et du principe paternel, donc cette relation d'enfantement. Lou Baymont-Senneville, pour bien comprendre, qu'est-ce que, sur le plan du droit de la filiation, qu'est-ce que ce projet de loi va changer s'il est adopté en l'état? Alors, en fait, ce projet de loi, il a un article, qui est l'article 4, qui tire les conséquences en termes de filiation de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Et le législateur, en fait, il a dû inventer un mode de filiation, en particulier pour les couples de femmes, pas pour les femmes seules. Et donc, en fait, ce que propose le gouvernement, c'est de passer par une reconnaissance anticipée, c'est-à-dire une déclaration que le couple de femmes ferait auprès du notaire, donc avant le processus de PMA ou avant la naissance de l'enfant. Et puis ensuite, le notaire donnerait au couple un document qui attesterait de leur volonté de construire une famille, de la volonté de s'engager dans un projet parental. Et après la naissance, c'est ce document que les femmes porteraient à l'officier d'état civil, à la mairie, au moment de la déclaration de l'enfant. Donc il y a une déconnexion entre le juridique et le biologique, clairement, par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Forcément, parce qu'en tout cas, il y a toujours eu une part de construction dans le juridique, dans le droit de la filiation. Mais en tout cas, ce qui change, c'est que là, ce qui compte pour établir la filiation à la mairie, c'est un acte qui est fondé sur la volonté et pas sur l'accouchement. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui faisait la mère, c'était qu'elle accouchait. D'accord ? Demain, avec ce système qui est uniquement réservé aux couples de femmes, ce qui va faire qu'elles sont mères toutes les deux en même temps, ce n'est pas que l'une d'entre elles a accouché, c'est que toutes les deux en même temps, elles ont eu la volonté, et elles en ont fait la déclaration, de s'engager dans un projet parental. Donc Blanche Trèbe, pour bien comprendre, donc c'est la volonté qui va présider. Derrière la volonté, c'est aussi l'individu, voire l'individu roi. C'est vrai que, en fait, avoir des actes de naissance avec la mention de deux mères, effectivement, on crée par ce biais-là la notion de mère d'intention, qui est aussi en jeu d'ailleurs dans la reconnaissance des enfants nés de GPA. Et moi, je voudrais dire qu'il y a effectivement la disparition du père dans ce projet de loi, mais là, il y a aussi effectivement la disparition de ce qu'est la mère qui porte l'enfant, la mère qui accouche. Et moi, je trouve que faire disparaître cette
importance fondamentale, c'est gravissime en fait. C'est une défaite absolue pour la femme. C'est nier en fait ce qu'est la maternité, la grossesse, ces 9 mois qui sont essentiels. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Madame Agazinski quand elle parle, par exemple, de la grossesse autour de la GPA. Elle explique que la mère porteuse, c'est la mère biologique, parce que c'est elle qui a porté l'enfant pendant 9 mois et qu'il s'est passé des choses extrêmement complexes, magnifiques. Enfin, l'enfant, il sait très bien en qui sa vie a pris corps. Donc je trouve que mettre sur un pied d'égalité 2 femmes dont une n'aurait pas porté l'enfant, n'aurait pas accouché, c'est vraiment une défaite, une négation de ce qu'est la grossesse et la maternité. Lou Bémont. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, pour bien comprendre ce qui est quand même en jeu, c'est que la volonté du gouvernement, c'est d'établir les 2 mères en même temps. Voilà, pas la mère qui accouche, puis sa compagne, mais que les 2 mères soient reconnues en même temps. Voilà. Christian Flavini, j'aimerais, on peut réagir là-dessus, mais comme il y a beaucoup de questions qui se posent et que nous sommes déjà à la première demi-heure de cette émission, j'aimerais enchaîner sur l'extension de la PMA aux femmes seules, parce qu'on a entendu beaucoup de psychiatres en commission spéciale à l'Assemblée nationale exprimer des réserves sur ce point. Pourquoi il y aurait plus de réserves à avoir sur ce point, sur cette extension aux femmes seules, que sur l'extension de la PMA aux couples de femmes? Oui, non, il n'y a pas plus de réserves, je vais expliquer pourquoi, mais je veux juste dire que sur cette affaire de l'acte notarié, il y a un abus de langage finalement. Le gouvernement peut créer des 2 femmes co-responsables juridiques d'un enfant. Oui, ça c'est possible, c'est dans son pouvoir. Mais il ne peut pas les désigner mères les 2 mères de l'enfant. Ça c'est un abus, je dirais c'est une incohérence et donc à ce moment-là, et perceptible, masqué mais perceptible. Donc effectivement à ce moment-là, il y a un enjeu où le social veut prendre le pas sur l'anthropologique. Alors je reviens à la question que vous posez, non, il n'y a pas plus de réserves à avoir. Il y a des réserves sociales peut-être effectivement, parce qu'effectivement on sait que 2 personnes, une personne seule, une femme seule, est peut-être plus en difficulté, et on sait qu'il y a des familles monoparentales, bon, parce que l'homme est parti, et qu'effectivement c'est quelque chose qui est un souci tout à fait logique et tout à fait légitime dans la vie sociale. Mais sur le plan du principe, non, c'est exactement la même chose, le fait d'être 2. Il y a une députée récemment qui disait c'est mieux d'être 2 pour avoir un enfant. Mais non, pour avoir un enfant, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Ça n'est pas le fait d'être 2, mais à ce moment-là, pourquoi pas être 3 si c'est pour pouvoir discuter du choix de l'école, etc. À ce moment-là, c'est bon. Et d'ailleurs, je dis ça, je dirais, il y a des pays qui ont légalisé le mariage à 3. Donc c'est pour dire qu'effectivement, si on ouvre 2 sans si on accentue sur le 2 sans le principe du 2 qui est la rencontre des sexes, à ce moment-là, je dirais, on masque l'enjeu. Donc effectivement, sur le principe, je dirais, de la venue de l'enfant, le fait de favoriser la possibilité pour une femme seule ou pour une union de femmes, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on prive l'enfant de la relation d'enfantement qui est le socle fondateur de sa vie psychique. Allez, il est 9h31, vous êtes à l'écoute du temps de le dire, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, on fait une petite pause et on se retrouve dans 1 minute avec en ligne Anne de Bordeaux. À tout de suite. Le temps de le dire revient dans un instant. Ce lundi soir, retrouvez l'émission Lumière intérieure. Ariane Varlin de la chaîne KTO reçoit une personnalité et nous donne à voir sa lumière intérieure. Journalistes, chroniqueurs, auteurs, artistes, sportifs livrent leur regard sur le monde, sur la vie, leur ressort intérieur, leur raison de se lever le matin. Lumière intérieure, c'est ce lundi à 21h. Dans notre monde connecté où tout va très vite, le risque est d'être constamment propulsé hors de nous-mêmes. Pourtant, la vie s'offre à nous à chaque instant, au cœur même de notre vie quotidienne. C'est pour cela que la boutique RCF vous propose le meilleur de l'émission Halte Spirituelle en CD. Un tout nouveau coffret pour prendre le temps de respirer, d'écouter et de nous rassasier de nourritures essentielles. Pour plus de renseignements et commander ce coffret, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. L'extension de la PMA, mesure phare du projet de loi de bioéthique qui arrive demain à l'hémicycle à l'Assemblée nationale, suscite des craintes notamment sur ce qu'elle vient modifier sur le plan de la filiation. C'est l'avenir même de la dignité de l'être humain qui est ultimement posé. Nous poursuivons notre échange ce matin en direct sur RCF avec le journaliste de la Croix, Lou Bémont de Senneville, Blanche Streb d'Alliance Vita et le pédopsychiatre Christian Flavini. Depuis Bordeaux, c'est Anne que j'accueille. Bonjour Anne. Oui, bonjour à tout le monde et encore une fois merci pour ces magnifiques émissions et merci à tous les intervenants. Effectivement, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup d'interrogations qu'on peut avoir sur ce sujet.
Je vous dis pas d'ailleurs que, enfin si, je vais dire très fort que je suis contre et que il faut absolument tout faire pour qu'on protège un petit peu notre système qui est quand même pas si mauvais que ça puisqu'il a duré depuis si longtemps. Mais il y a une réflexion qui m'est arrivée tout d'un coup, récemment, à savoir que les futurs petits garçons qui vont naître de toutes ces demandes de gamètes, c'est-à-dire tout ce qui est impersonnel, non identifié, tout ce que vous voulez, le futur petit garçon et les futurs petits garçons vont avoir un très grand mal à se considérer comme un futur père, c'est-à-dire dans le sens paternel comme on le connaît, et ils risquent de se considérer comme celui qui va donner son sperme dans une boutique, dans une agence, voilà, au titre tout à fait individuel. Et est-ce que ça va risquer de complètement démolir son identité? Est-ce qu'il est un futur père ou est-ce qu'il est un futur donneur de gamètes complètement individuel et impersonnel? Voilà. C'est une bonne question en tout cas que vous posez. Merci Anne, je vais relayer cette question à mes invités. Je vois Christian Flavini qui veut réagir parce que d'une certaine manière cette question-là vous la posez et vous y répondez en partie dans votre essai. Oui, alors j'essaye, mais je voudrais dire à Anne que cela concerne les garçons mais cela concerne aussi les filles. Bon, parce qu'effectivement la question, je dirais, d'avoir le relais symbolique, l'appui paternel est aussi essentielle pour le garçon que pour la fille. Je dis en deux mots ce qui est la différence, je dirais, de cette fonction symbolique de la mère et de cette fonction symbolique du père. C'est, je dirais, pour le dire très schématiquement, la mère est ce qui porte la relation de l'enfant à lui-même, dans cette intimité très 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 profonde du lien maternel, déjà depuis la grossesse. Alors que la relation au père, c'est la relation qui va permettre à l'enfant de se dégager et donc, je dirais, de porter l'ouverture aux autres, si vous voulez. C'est très schématiquement ce qui est bon. Alors effectivement, ensuite, dans les familles, cela se tricote, je dirais, de manière très variable. Mais ce qui est essentiel, c'est que les principes demeurent bien établis et fondamentaux. Et à ce moment-là, effectivement, que les identifications qui vont trouver des relais. Mettons par exemple que dans une famille, un père soit absent ou en carence, à ce moment-là, il faut que l'enfant puisse trouver des relais, je dirais, paternels. Il y a les parrains, il y a les patrons, tout ça, ce sont des appuis paternels possibles. Mais il ne faut pas que la société globalement disqualifie, je dirais, le caractère complémentaire et fondamental et fondateur de ces deux références symboliques, maternelles et paternelles. Qu'est-ce que vous pourriez répondre, Blanche Trèbe, à la question de notre auditrice? Est-ce que un enfant issu d'un don va forcément être un futur donneur? En tout cas, elle parlait des garçons là, va être empêché de devenir père? Moi, je ne crois pas que ce soit forcément un lien de cause à effet, parce que quand on sait ce qu'on a pu traverser comme difficulté, on n'a pas forcément envie de les faire peut-être revivre à d'autres non plus. Mais moi, je voudrais compléter avec le témoignage d'un de mes amis qui est né d'un père inconnu, c'est-à-dire que voilà, il a disparu très rapidement après la conception et donc il a vécu que avec sa maman qui s'occupait bien de lui, mais il m'a expliqué vraiment en profondeur, ça m'a beaucoup touché, ces difficultés existentielles qu'il a ressenties très tôt dans son enfance et à la puberté, il s'est posé la question, il avait déjà une grande maturité, je trouve, s'est posé la question de se dire comment je vais me construire en tant qu'homme. Et il a eu vraiment peur parce qu'il a entendu un jour une personne de 40 ans qui cherchait ses origines et qui était encore dans une quête existentielle et il s'est dit je ne veux pas attendre cet âge-là. Et donc à l'âge de 15-16 ans, il s'est mis en quête, il est allé faire les cimetières, il a fait une enquête absolument incroyable jusqu'à finalement retrouver qui était son père, qui d'ailleurs était décédé. Mais il a retrouvé la famille de son père finalement et notamment son grand-père avec qui il a noué une relation, avec qui même il s'est mis à vivre parce qu'il a pris soin de lui dans sa fin de vie et il exprime à quel point ça lui a permis de réparer un certain nombre de blessures que de s'identifier dans une famille et c'est comme ça qu'il explique avoir pu se construire en tant qu'homme et aujourd'hui il a pu se marier, il est sur le point de construire une famille mais il a eu à réparer toutes ces blessures en fait. Loubet Montagneville, sur cette quête des origines, j'aimerais revenir avec vous sur ce qu'en dit le projet de loi, notamment sur la levée de l'anonymat. Est-ce que cette levée de l'anonymat va être consacrée? En tout cas, c'est ce qui s'est passé en commission? Alors, le principe aujourd'hui, c'est que un donneur, lorsqu'il donne son sperme, ou une donneuse lorsqu'elle donne des ovocytes, le fait sous le sceau de l'anonymat absolu. C'est-à-dire que les enfants qui en naîtront ne pourront jamais accéder à son identité. Ce que change le projet de loi, c'est que les enfants pourront
accéder à l'identité ou à des données dites non identifiantes selon ce qu'ils veulent, c'est-à-dire sa profession, les motivations de son don, etc., à partir de 18 ans. Donc ça change les conditions du don, c'est-à-dire qu'un homme qui voudra donner son sperme après le projet de loi devra consentir à ce que son identité soit dévoilée aux enfants qui naîtront de ce don. Aujourd'hui, la limite légale, c'est 10 enfants par donneur. Donc ça va accroître ou pas la pénurie ? Ça peut accroître la pénurie. Il y a peu d'éléments là-dessus. Alors, il y a quelques éléments internationaux, notamment en Angleterre, où effectivement il y a eu une chute lorsque l'anonymat, la règle de l'anonymat a changé. Il y a eu une chute du nombre de donneurs et ensuite c'est remonté. Et en fait, les profils de donneurs ont changé. Voilà. Donc, parce que la motivation du don, quand on sait qu'on peut être connu, est peut-être pas la même que lorsqu'on sait que l'anonymat est garanti à vie. Voilà. Alors, certains se demandent, peut-être, parce qu'il y a une vraie question de pénurie des dons de gamètes, certains se demandent est-ce qu'il ne faudrait pas rétribuer les dons, donc lever de l'anonymat et puis fin de la gratuité, mais ça contrevient au principe fondamental de l'indisponibilité du corps humain, Christian Flavini. Oui, enfin, c'est vraiment la bascule dans la marchandisation. Donc, effectivement, le lien familial est essentiellement un lien de gratuité, c'est-à-dire qu'on donne, et on donne quoi ? Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère donne à son enfant ? Il lui donne le fait d'avoir été dans son passé le fils ou la fille de ses parents. C'est ça le don fondamental, parce que c'est ça qui relaie, je dirais, qui transmet l'essence même de la vie. À ce moment-là, il est devenu adulte, et le fait d'être parent est une façon je dirais, de restituer d'une certaine manière ce qui a été reçu, avec le tri bien sûr de ce qui a été reçu, parce que ça c'est un tri parfaitement légitime, c'est la liberté de chacun, mais fondamentalement c'est cela. Donc ce principe de gratuité est un principe essentiel dans la transmission de l'humain, et effectivement le fait de basculer, je dirais, dans la marchandisation, à ce moment-là, est une bascule considérable au plan de la culture française, puisque cette culture dans laquelle nous avons grandi est, sur ce plan-là, en opposition totale avec la culture anglo-saxonne, qui fonctionne à ce moment-là complètement sur la marchandisation, mais ça, c'est tout à fait une autre culture à ce moment-là, où les principes, je dirais, du fondement de la famille ne sont pas du tout les mêmes. Donc à ce moment-là, il y a un risque important, je pense, pour la culture française, parce qu'à ce moment-là, elle change complètement de principes fondamentaux. Loubet Montanville. Oui, moi je voulais juste préciser que la fin de la gratuité n'est pas dans le projet de loi. Effectivement, c'est un débat, mais ce n'est pas dans le projet de loi, et même dans les débats dans la commission bioéthique de l'Assemblée auxquels j'ai assisté et auxquels nous avons assisté avec d'autres confrères de la Croix, il y a ce débat sur la gratuité est très 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 minoritaire, et il ne figure pas dans le projet de loi. Alors, il ne figure pas dans le projet de loi en tant que tel justement sur la fin de la gratuité des dons de gamètes, mais on a parlé quand même de boîtes privées qui conserveraient les ovocytes des femmes. Blanche Trèbe. Oui, en effet, ça c'est arrivé par amendement assez tard dans la nuit, cette ouverture aux sociétés à but lucratif pour conserver notamment les ovocytes. Et là, on voit bien qu'on est déjà dans une rupture entamée de cette indisponibilité du corps, de la non-marchandisation plutôt du corps et des produits du corps. Et sur cette question de l'autoconservation des ovocytes qui est intégrée dans ce projet de loi, moi vraiment j'ai envie d'émettre énormément d'inquiétudes comme femme et aussi comme pharmacien, parce qu'en fait avec cette proposition qu'on fait aux femmes, une proposition anxiogène d'ailleurs, eh bien on vient prendre la médecine complètement à l'envers. On vient leur dire de subir des traitements lourds, hormonaux, des prélèvements dans leurs ovaires, donc des ovocytes, pour mettre en banque, ça porte bien son nom voilà, ça porte bien son nom, pour mettre en banque leurs ovocytes, pour au cas où plus tard elles pourraient en avoir besoin. D'abord, elles n'en auront peut-être pas besoin, elles auront peut-être leurs enfants de manière totalement naturelle, mais en plus c'est un énorme mensonge qui est fait aux femmes, parce que les ovocytes peuvent ne pas bien se décongeler, se conserver, et puis après il faudra avoir recours à une FIV obligatoirement, une fécondation in vitro, et forcément à un âge plus avancé, parce que c'est ça aussi l'objectif. Or, plus on avance en âge, plus l'infertilité et les échecs en FIV sont nombreux, si bien que c'est c'est 3 femmes sur 4 qui resteront sans enfants après toute cette pseudo-assurance maternité qu'on leur aura fait miroiter. Donc moi je trouve que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant à observer. C'est une envie de se faire de l'argent sur le ventre des femmes, c'est pas autre chose, en instrumentalisant leur corps, en soumettant leur corps à la technique, et c'est vraiment un projet de société extrêmement inquiétant qui se profile avec cette question-là. Alors on pourrait étendre là-dessus, mais j'aimerais quand même honorer les questions et les messages des auditeurs, notamment ce mail de Martine
Flavine, rejoignant vos invités sur leurs propos, je me pose une question, pourquoi tant d'enquêtes médicales, sociologiques et psychologiques quand un couple veut adopter un enfant, alors qu'aujourd'hui les protagonistes de la loi sur la PMA balayent d'un revers de main tout cela sans souci de ce que sera l'environnement de l'enfant, Christian Flavini? Oui, Martine a raison. Il y a un protocole, je dirais, tout à fait rigoureux avant adoption, rigoureux, mais en fait très laxiste. Bon, effectivement, parce que là encore, je dirais la question qui était posée par l'adoption plénière au départ dans la loi de 1966, qui était de s'assurer que le couple était dans une relation d'enfantement, a été complètement disqualifiée dans le fil des lois. D'une part parce que l'adoption a été ouverte aux personnes célibataires à travers de toute une histoire, bon, que je ne vais pas rapporter maintenant, mais enfin qui montre aussi une certaine évolution, je dirais, mal réfléchie des choses, et puis avec l'ouverture de l'adoption aux personnes de même sexe. Donc effectivement, le fondement même de ce qui, je dirais, présidait à l'adoption plénière a été complètement disqualifié, alors que d'ailleurs qu'on conserve le nom à ce moment-là. Effectivement, on conserve soi-disant le principe juridique, et effectivement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est devenu complètement incohérent. Alors, cela va dans le sens, je dirais, du fait que aujourd'hui, tous ces principes, je dirais, sont dans une telle incohérence. On conserve l'étiquette, on conserve les noms, on conserve, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, on conserve procréation médicalement assistée, mais on la mettrait, je dirais, au profit de personnes qui ne portent pas la procréation, qui ne portent pas l'enfantement. Donc à ce moment-là, effectivement, ce serait plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, une fécondation médicalement assistée. Donc effectivement, là, il y a un abus de langage qu'il faut bien remarquer, parce qu'on garde les étiquettes, mais on les vide de leur contenu. Et ça, c'est extrêmement problématique, puisque ce qui est évacué à ce moment-là, c'est, je dirais, ce qui est fondamental pour l'enfant. Alors, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, Loubet Mansonville, Blanche Trèbe, sur cette analogie, puisque finalement, on est obligé de parler d'analogie avec l'adoption. Il n'y aura pas du tout d'enquête, d'entretien psychologique pour une femme qui veut faire une PMA? Je trouve que c'est quand même très important de distinguer bien les choses parce que l'adoption, elle vise d'abord à trouver une famille à un enfant qui en a été privé par les aléas de la vie. Tout ce qu'on met en place aujourd'hui dans cette procréation artificielle médicale, c'est l'inverse. C'est donner à tout prix un enfant à une famille. Moi, pour l'avoir vécu, tout ce processus de demande d'agrément pour l'adoption, je pense que c'est extrêmement important, extrêmement précieux. Toutes ces étapes complexes. Voilà, toutes ces étapes sont essentielles et elles permettent aux personnes de mûrir vraiment un projet. Et c'est extrêmement important d'être accompagné là-dedans. Donc, effectivement, moi, le fait que ça a été supprimé par amendement dans le projet de loi pour les couples qui auront recours à la PMA, les couples de femmes et les femmes seules, je trouve ça extrêmement préjudiciable, y compris pour ces personnes-là qui ont aussi besoin de mûrir un projet. Parce que, en fait, on est quand même dans beaucoup d'injonctions sociétales en ce moment. C'est l'enfant à tout prix. On ne se réalise pas si on n'a pas d'enfant. C'est pas possible de rester célibataire et de ne pas avoir d'enfant. Il y a des injonctions qui pèsent. Or, il y a des personnes qui sont dans des situations où elles peuvent pas avoir d'enfant, qui peuvent y consentir, être accompagnées à cela. Or, là, on est plutôt dans une démarche de dire il faut à tout prix avoir un enfant pour s'accomplir. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir des entretiens préalables pour mûrir ce projet et s'il le faut, je crois que c'est aussi important qu'il y ait une voix extérieure qui puisse dire stop. Et ça, nous, on le voit aussi beaucoup dans nos services d'écoute où on entend des femmes qui sont en désir d'enfant et à un moment, elles ont besoin d'entendre leur désir mais aussi les limites à y poser. Oui, qu'en sera-t-il par exemple d'une femme seule qui serait dans une situation de précarité et qui voudrait avoir un enfant via une PMA à Loubet Mansonville? Alors, en fait, le projet de loi, même s'il y a certaines choses qui ont été enlevées par amendement, il maintient le principe général qui est des entretiens avec une équipe pluridisciplinaire des centres de PMA. Simplement, ces entretiens, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, on ne sait pas exactement en quoi ils consistent. Et donc, aujourd'hui, la crainte des centres de PMA eux-mêmes, des professionnels eux-mêmes, c'est de se retrouver face à des demandes face auxquelles ils seront bien en peine de pouvoir dire non. Et on l'a réentendu notamment avec Nelly Friedman dans un débat qui a eu lieu au Bernardin la semaine dernière, qui était co-animé par RCF et La Croix. Nelly Friedman, qui est l'une des spécialistes de PMA en France, exprimait son impuissance, en tout cas sa difficulté face notamment à la demande des femmes seules, et en disant, voilà, en fonction de quoi nous on va pouvoir choisir, et notamment sur des questions d'équilibre psychologique, mais aussi d'équilibre sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est un vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait si une femme, dont on pense qu'elle ne sera pas capable d'élever un enfant parce qu'elle a des difficultés sociales, psychologiques,
se présente devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, la question est posée. Blanche Tab, rapidement, puisque ensuite nous allons marquer une nouvelle pause et puis nous accueillerons une auditrice. Oui, Blanche. c'était juste pour mentionner le rapport de l'Académie de médecine qui est tombé ce week-end, qui évoque aussi cette question de la procréation pour les femmes seules et qui s'inquiète aussi de ce que ça peut vouloir dire. C'est très différent, une famille monoparentale subie par des événements de la vie et une famille comme ça décidée par avance. Et ils évoquent cette difficulté peut-être de la mise en place d'un couple pathologique mère-enfant. Voilà, c'était ce que je voulais rappeler. Allez, on fait une nouvelle pause et on se retrouve avec Corinne qui sera en ligne dans quelques instants. Et puis vos messages, bien sûr, le temps de le dire, @rcf.fr. C'était Blick Bassi et Roseau sur RCF. Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF. Quel monde voulons-nous pour demain? C'est la question que le CCNE nous a posée lors des États généraux de la bioéthique, une question dont les réponses peuvent inquiéter, alors que débute demain l'examen du projet de loi en séance à l'Assemblée nationale. Nous continuons d'en parler avec le pédopsychiatre et psychanalyste Christian Flavigny, auteur de l'essai Le débat confisqué chez Salvatore, Blanche Treb d'Alliance Vita, auteur de Bébé sur mesure chez Artege, et Lou Bémond de Senneville, journaliste à la Croix, qui va publier dans quelques jours avec Martin Stephens un essai. Non, c'est quoi le titre déjà? J'oublie à chaque fois. Et si c'était la fin d'un monde? Et si c'était la fin d'un monde? Voilà, je vais l'apprendre par cœur. Ce sera donc aux éditions Bayard. En ligne avec nous, Corinne, qui veut nous poser une question un petit peu étonnante, il me semble. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Alors, ma question, c'est vrai, c'est que, comment dire, par rapport à la paternité, par rapport à la famille monoparentale, mais bon, avec plein de guillemets, je me pose des questions sur le papa de Jésus. C'est qui, en fait? C'est pas c'est comment dire, c'est pas une critique, c'est beaucoup de respect, mais on a quand même vécu pendant longtemps avec l'absence du papa de Jésus, alors qu'il en parle beaucoup. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau cette histoire de père absent, de père mystérieux, voilà. Merci Corinne. C'est vrai que c'est un peu théologique, effectivement. Alors je ne sais pas si mes invités qui ne sont pas des théologiens vont pouvoir répondre, mais c'est l'argument qui nous est opposé parfois par les personnes qui sont favorables à ce projet de loi. Christian Flavigny. Oui, je ne suis pas théologien, mais de ce que je connais de ce récit, finalement, c'est tout à fait le récit de l'adoption.
Effectivement, il y a un père symbolique, qui est désigné comme le père de Jésus, qui est dit le père de Jésus. Je ne me prononce pas sur le dogme, bien sûr. Et il y a, je dirais, le père adoptif, qui porte la relation avec Marie et qui, je dirais, devient le père, concret, réel, qui s'occupe de Jésus. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, on laisse le débat théologique pour plus tard. Alors, Blanche Streb, j'aimerais revenir sur le titre de votre livre, publié il y a déjà quelques mois chez Artege, Bébés sur mesure. Comment, justement, ce problème des bébés sur mesure pourra-t-il être évité selon vous? Si la loi est adoptée en l'état, ça ne pourra pas être évité. En fait, je pense qu'on ne peut pas l'éviter parce qu'on est déjà dedans, en fait. Le bébé sur mesure, c'est deux voies assez contradictoires qui sont déjà mises en place. C'est celle du bébé qu'on va trier, qu'on va pouvoir choisir selon un certain nombre de critères, en particulier avec ce qu'on a évoqué, le diagnostic préimplantatoire. Et c'est le bébé qu'on va vouloir fabriquer à tout prix. Il y a aujourd'hui déjà des enfants qui sont nés génétiquement modifiés par exemple, la technique de la FIV à 3 parents, que j'explique bien dans mon livre, qui est ouverte aujourd'hui, cette recherche aussi, dans le projet de loi, finalement aussi pour chez nous, et qui là veut fabriquer l'enfant à tout prix, même si on va faire peser sur lui des risques sur sa santé. Et ça, c'est vraiment les deux faces d'une même médaille. Il y a une toute puissance de l'homme sur le commencement de la vie humaine. Donc on est déjà dans cette dynamique-là, en tout cas cette dynamique culturelle aussi. On est dans un droit opposable à l'enfant, etc. Et on est en train de mettre en place très concrètement du travail, de la recherche sur l'embryon humain pour pouvoir le modifier. Par exemple avec des techniques de modification du génome, qui là aussi ces recherches ont été ouvertes dans ce projet de loi. Pour l'instant, à un stade de recherche fondamentale, mais on est déjà le pied dans la porte, en fait, parce que la technique est là, et quand la technique est là, eh bien, ces implications sont là aussi. Donc, il y a là de très grands enjeux qui viennent, mettre la vie humaine sous condition. Oui, ce qu'on pourrait craindre, finalement, pour bien comprendre les choses, c'est dans les amendements qui vont arriver en séance à l'Assemblée nationale, c'est la généralisation de l'évaluation des embryons dans ce fameux diagnostic préimplantatoire, Loubet Monsenneville. Oui, en tout cas, c'est une des pistes. Ce qu'on peut dire sur cette histoire de bébé sur mesure, c'est que on voit bien et on le voit avec ce projet de loi, le poids du désir, en fait, et la manière dont on veut faire correspondre au désir et au contour du désir et aux détails du désir un enfant. Donc, alors que, enfin voilà, c'est cette adéquation entre un désir qui est de plus en plus précisément défini et l'enfant qu'on va faire correspondre à ce désir. Et c'est ça qui est assez nouveau. Donc faut voir la logique de fond au-delà de ce projet de loi. Après, effectivement, les histoires de diagnostic préimplantatoire et est-ce qu'on élargit ou pas à la trisomie, il y a un vrai débat, y compris au sein du gouvernement. C'est-à-dire que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est fermement opposée à l'élargissement de ce diagnostic préimplantatoire et elle-même emploie les mots d'eugénisme. Elle-même dit, si nous commençons à choisir pour une maladie, qui va définir les maladies et qui va choisir quelle maladie nous acceptons de faire naître et quelles nous allons refuser de faire naître. Oui, mais en même temps, j'aimerais bien reprendre les propos de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qui l'a tenu au Bernardin récemment. On nous assure que la PMA ne conduit pas à l'eugénisme, mais on élargit les conditions de tous les diagnostics, on permet la congélation des ovocytes, on les triera, on les vérifiera et on éliminera ceux qui ne seront pas satisfaisants. Christian Clavigny. Oui, moi je préfère au terme de désir le terme de desiderata, justement pour bien montrer qu'il y a quelque chose qui cible à ce moment-là et qui se met, je dirais, qui porte des critères. Alors à ce moment-là, je dirais, on modifie complètement, je dirais, ce qui est le fondement de la relation parent-enfant. Et c'est ça qui est important. C'est qu'effectivement, toute la question de cette relation, je dirais, c'est de pouvoir créer les conditions de l'identification réciproque, croisée, et qui vont porter le lien parent-enfant. Or effectivement, si on a exprimé au préalable, si on a ciblé au préalable à ce moment-là un certain nombre de choses qui concerneraient l'enfant, à ce moment-là, on piège ce repère d'identification, on ne lui donne plus cette liberté, y compris une liberté d'évoluer, parce qu'effectivement, c'est aussi tout le prix de cette relation parent-enfant, c'est que les parents vont évoluer à travers la relation à l'enfant, à travers ce qu'ils redécouvrent d'eux-mêmes dans la relation et ce qu'ils ne découvrent pas d'eux-mêmes, mais ce à quoi l'enfant les ouvre. Donc c'est ça qui porte, je dirais, tout le prix de la relation
relation parent-enfant, et c'est cela qui fait un piège à ce moment-là, s'il y a des critères prédéfinis à ce moment-là, qui viennent, je dirais, d'une façon un peu artificielle, bloquer la relation ou cibler la relation. Monique de Lorraine nous dit ceci: j'ai 69 ans et je rejoins Geneviève sur son témoignage. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir eu de père. Je trouve lamentable de pouvoir l'imaginer. Cela rajoute une souffrance à la mienne. Blanche Trèbe, une autre réaction à ce que on vient de lire? Je trouve très intéressant ce qu'a dit Lou sur l'adéquation entre le désir et puis la réalisation de l'enfant selon nos désirs. Et au fond, c'est vraiment une rupture importante, une sorte de fermeture à l'imprévisible dans l'accueil de l'enfant. C'est un enfant projet, c'est plus un enfant don, un enfant accueilli pour ce qu'il est. Et ça, je trouve que c'est extrêmement inquiétant parce que l'accueil de l'imprévisible, c'est la base de la relation en fait d'un parent avec son enfant. Ils sont pas comme on veut. On le voit bien pour nous qui sommes parents. Et donc c'est vraiment, je crois, quelque chose à relever. Donc un sujet à enjeu, et ça va le devenir de plus en plus. Lou Bémont-de-Senneville, jusqu'en décembre au moins. Oula, au Et bien moins après. jusqu'en décembre, mais en tout cas à l'Assemblée nationale de demain jusqu'au 9 octobre, et ensuite il y aura le Sénat, à nouveau l'Assemblée nationale, à nouveau le Sénat et à nouveau l'Assemblée nationale. Donc Merci. on en a pour quelques mois. Merci Lou Bémont-de-Senneville. Et si c'était la fin d'un monde, un livre à paraître début octobre. Blanche Trèbe, Bébé sur mesure chez Artege. Et puis Christian Flavigny, Le débat confisqué, PMA, GPA, bioéthique, genre, #MeToo.